Vous n'imaginez pas le pouvoir que vous possédez. Souvent, vous vous mésestimez tellement par rapport à tout ce que vous pouvez partager, transmettre, apporter, simplement en étant vraiment bienveillant à votre égard. Les sages enseignent depuis des millénaires. Qu'est-ce que vous allez chercher à l'extérieur? Tout est là en vous. La paix que vous cherchez, elle est là. C'est inhérent à votre nature. L'amour que vous cherchez, il est là, il est en vous. C'est quand on arrête de se bagarrer avec soi-même qu'on commence à découvrir la paix. Et à force de pratique, d'ouverture, de commencer à assouplir votre esprit, puis commencez vraiment à vous faire confiance, commencez à être un peu plus doux avec vous-même. Ça donne un espoir extraordinaire, ça veut dire que rien n'est figé, que tout ce que vous vivez ici et maintenant n'est pas immuable et peut être changé. Tous les jours, la méditation, qu'est-ce que je peux mettre aujourd'hui dans ma vie? Tous les jours, ces petites graines que vous cultivez. Vous retrouvez le goût de vivre, que vous avez envie de vivre pleinement votre existence. Et que vous trouvez sens à votre vie, alors vous avez gagné. C'est ça la méditation. Finalement, ce bonheur auquel vous aspirez, c'est si simple. Et quand vous le vivez après, vous ne voulez plus rien d'autre. Et c'est le bonheur dans lequel vous baignez, parce que c'est vous qui l'avez créé. C'est vous qui avez amené ça tous les jours. Les graines de la bienveillance, de l'amour, du respect, et surtout, ce ne sera jamais parfait. Ce bonheur de réaliser ce que nous sommes pleinement, parce que qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Et c'est le cadeau que vous faites aux autres. Vous faites le cadeau de votre bonheur aux autres. C'est important de se poser les questions et de se dire maintenant quel est le cadeau que j'ai envie de me faire pour le reste de mes jours. Bonsoir à tous. Bonsoir. Eh bien, merci d'être aussi nombreux à cette conférence sur la méditation. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, moi je suis Bruno Lallemand. Je vous présente Nathalie qui fait partie de Ressources Actualisation. Alors, elle est indépendante, elle a sa propre activité. Elle vient là non pas pour faire la conférence, mais pour m'assister parce que je ne peux pas voir vos questions dans le chat. Donc, elle les note, elle me les redonne ensuite après pour que je puisse vous répondre. Alors elle a aussi, elle est coach, elle intervient dans notre association humanitaire, je vous en parlerai aussi puisqu'on a une association humanitaire et les cours d'ailleurs que nous donnons, les stages sont là pour soutenir cette association humanitaire. Elle est référente dans la cuisine pour comment on appelle ça? La branche cuisine altruiste, on appelle ça. Et puis, elle a un programme douceur aussi, parce qu'elle est coach, elle accompagne des hommes et des femmes pour apprendre à retrouver, à remettre de la douceur dans leur vie. On vous donnera les liens pour que vous puissiez découvrir tout ça aussi. Donc voilà, en tout cas, visiblement, vous vous intéressez à la méditation, à ce qu'est la méditation. Pour la petite parenthèse. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravi de me retrouver ce soir avec vous. Alors juste, c'est une petite anecdote, mais il fait terriblement chaud. On est dans les Vosges, on n'y croit pas, mais il fait vraiment très très chaud. On a le soleil qui a percé toute la journée à travers la fenêtre et on a un peu l'impression d'être à la Guadeloupe ici. On est en plein été. En tout cas, voilà, c'était pour la petite anecdote. Alors, la méditation, il y aurait tellement de choses à dire. J'ai le bonheur de découvrir cette méthode, la méditation, dès l'adolescence. Donc, ça fait plus de 40 ans que je pratique la méditation. J'ai eu l'immense chance de fréquenter de nombreux sages de différentes traditions, traditions orientales, tibétaines, occidentales aussi. Et je pourrais dire aujourd'hui que la méditation a mis vraiment de la magie dans ma vie. Et si je devais résumer en
en quelques mots ce qu'est la méditation, eh bien c'est tout simplement se libérer d'abord de nos illusions, de l'emprise de notre mental, parce que, comme je vais vous l'expliquer, on va voir en détail, on a une perception, une vision qu'on appelle la vision ordinaire, mais en fait qui est faite de concepts, d'idées, de croyances dans laquelle on est enfermé, comme dans une espèce de bulle comme ça, de croyances, de concepts, d'idées qui nous limitent, parce que parfois on parle de croyances limitantes, mais on va voir que toutes les croyances finalement sont limitantes, parce qu'elles nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Et comme disait Mathieu Ricard, en fait, l'objectif de la méditation, c'est de réduire justement le fossé qui nous sépare de la réalité. Et donc, en quelque sorte, les bouddhistes parlent de la dissolution de l'ego, mais on peut parler de dissolution, en fait, de nos perceptions qui sont comme des nuages, en fait, qui nous voilent, pas la face, mais qui nous empêchent de voir ce que nous sommes par nature, de voir notre vraie nature, toute la splendeur. C'est un peu comme si justement le bleu du ciel, toute la splendeur du ciel et du soleil aussi est cachée par les nuages, que ça nous empêche de les voir réellement. Et on est coincé comme ça dans des concepts, dans des idées sur nous-mêmes. Quand je parle des concepts, c'est pas seulement les croyances sur la vie, sur les autres, etc., mais c'est toute la représentation mentale dans laquelle nous nous sommes enfermés. Et c'était d'ailleurs une sage indienne qui disait toujours, elle commençait, quand elle parlait de méditation, elle disait toujours, le problème c'est que vous avez toujours une histoire avec tout. Vous avez une histoire avec l'argent, vous avez une histoire avec les autres, vous avez une histoire avec la femme, vous avez une histoire avec l'homme, vous avez une histoire avec l'enfance, vous avez une histoire avec le monde, vous avez une histoire avec la société. Mais vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont réellement. Alors parfois il y a des personnes qui me disent « Oui, mais on a bien tous une perception qui nous est propre, chacun se fait son idée du bonheur, etc. » Oui, mais justement, encore une fois, c'est qu'une idée, c'est une perception, et c'est d'ailleurs Épictète d'Éphèse qui disait pour l'être ordinaire, il y a autant de monde qu'il y a d'individus, pour l'être accompli, il n'y a qu'un seul monde. Et ça rejoint un peu le livre que j'ai écrit qui s'appelle « Quand la vague réalise quel est l'océan ». Parce que j'ai voulu écrire ce livre, c'est un livre témoignage en fait, où j'ai voulu montrer que quel que soit le point de départ qu'on a, eh bien notre vie, par nature en fait, elle est transformable. Et c'est ce que nous dit la méditation, et c'est ça qui est vraiment passionnant, qui est vraiment intéressant, parce qu'elle nous montre à travers, et on va en parler en détail, à travers différents fondamentaux comme l'impermanence, l'interdépendance, la vacuité, ça vous dit peut-être rien pour le moment, mais elle nous montre que tout est extraordinairement malléable, que rien n'est figé, que c'est juste on est encore une fois enfermé dans des perceptions auxquelles on donne une réalité qu'elles n'ont finalement intrinsèquement pas. Et finalement, on est un petit peu, j'avais donné cette image dans le dernier stage que j'ai animé, je disais aux gens, c'est un peu, essayez d'imaginer, vous êtes face à un hologramme, mais vous ne savez pas que c'est un hologramme. Et cet hologramme, il peut avoir une apparence impressionnante, voire menaçante, et ça vous fait peur, et vous êtes très mal à l'aise, mais parce que vous ne savez pas que c'est un hologramme. Et les circonstances vont faire que, peut-être, je ne sais pas, vous trébuchez, et puis vous traversez l'hologramme, vous voyez que finalement, ce n'est qu'un hologramme qui n'a aucun pouvoir sur vous, et d'un seul coup, tout change pour vous. Vous vous dites, mais attendez, j'étais dans l'illusion. Et c'est, en fait, au fond, c'est un peu ça notre situation. C'est que nous vivons dans des illusions, dans des croyances. Toutes ces croyances sur nous, on pense que, d'abord, première croyance, on pense ne pas mériter le bonheur, ou plutôt que le bonheur, c'est quelque chose qui se mérite. Et puis on crée comme ça toutes sortes de concepts, on dit je suis timide, je ne suis pas capable de faire ceci, je ne suis pas capable de faire cela. Et si vous examinez, vous regardez attentivement vos pensées, vous allez voir vraiment toutes ces pensées en fait auxquelles vous donnez tellement de pouvoir, tellement une réalité tellement puissante. Et le but de la méditation, ça va nous aider justement à nous libérer de ces perceptions qui sont erronées au fond, qui sont fausses. Et on va voir, regardez aujourd'hui, c'est extraordinaire comment les gens, on leur dit quelque chose et ils le prennent pour argent comptant. Aujourd'hui d'ailleurs, je dis souvent, la nouvelle religion, c'est la science. La science a dit que, alors c'est la vérité. Alors que la science n'arrête pas de se remettre en question, elle est tout le temps confrontée justement à ses propres contradictions. Et c'est ça qui est magnifique d'ailleurs, c'est que ça évolue tout le temps. D'abord, qu'est-ce que nous voulons dans l'existence ?
Si on se pose vraiment la question au fond de nous, si nous sommes très honnêtes avec nous, eh bien, nous voulons nous libérer de la souffrance, parce que personne n'aime souffrir, pas plus nous qu'un autre. Et alors vous allez me dire, oui, mais un masochiste, il aime souffrir. Oui, mais derrière, en réalité, il y a une autre motivation, c'est qu'il cherche le bien à travers la souffrance. Mais ça, bon, c'est un peu pourri, je dois le reconnaître. Mais personne n'aime souffrir. Même les animaux n'aiment pas souffrir. Même le plus petit insecte ne souhaite pas souffrir. Et puis, nous aspirons, nous souhaitons être heureux. Nous avons une certaine idée du bonheur, ou plutôt une idée vague. On voit qu'il y a des choses qui participent à notre bonheur, qui nous font du bien, quand on tombe amoureux par exemple, pendant un moment en tout cas, mais on sait que ça ne va pas durer, on va passer un bon moment avec les amis, on aura envie de renouveler, parce que justement, par nature, ça ne dure pas, et ce bonheur durable, en fait, c'est plus associé au plaisir, mais ce n'est pas de l'ordre du bonheur. Mais ça, on va revenir dessus, c'est très important. Donc, on aspire au bonheur. Mais la question, c'est de se dire, mais comment on peut se défaire de cette souffrance? Parce qu'aujourd'hui, on essaie d'échapper à cette souffrance par la distraction, par toutes sortes. On va aller faire du sport, on va aller au restaurant, on va aller, même si c'est un peu plus difficile maintenant, parce qu'on est obligé de se faire piquer pour aller au restaurant, on va aller au cinéma, on va en boîte de nuit, on va essayer de toutes sortes de distractions pour essayer de trouver une réponse, en fait, à ces souffrances ou ces insatisfactions. Et puis aussi, on va prendre peut-être des drogues, des médicaments, de l'alcool aussi, pour essayer d'échapper à la souffrance, parce qu'on sait très bien maintenant que une personne, quand elle boit, c'est surtout pour éviter de ressentir ce qu'elle ressent, c'est une sorte d'anesthésiant. Les drogues, c'est un petit peu pareil, parce qu'on sait qu'une personne heureuse, elle n'a pas besoin de tous ces substituts. Elle n'a pas besoin de toutes ces distractions, elle n'a pas besoin de compenser finalement tout ce stress qu'elle vit. Donc on va essayer d'examiner quelles sont les vraies causes de la souffrance et comment on peut y échapper justement sans être obligé d'utiliser des substituts. Mais quelles sont aussi les vraies causes du bonheur? Qu'est-ce qui crée réellement le bonheur? Qu'est-ce qui peut participer et de manière durable à mon bonheur, un bonheur dans lequel je peux m'installer, me sentir bien et qui donne ces talents dans la vie, qui donne cette aspiration, cette envie de vivre, cette joie de vivre aussi, et qui fait que notre vie, quelque part, elle prend un sens. Alors comme je viens de vous l'expliquer, en fait, quelque part, on est un peu enfermé dans une certaine idée, dans une certaine perception de nous-mêmes que les psychologues appellent la représentation mentale, une certaine représentation mentale qui est plus ou moins claire, plus ou moins floue, de nous-mêmes, des autres, du monde, de la vie dans laquelle nous naviguons. Et si vous regardez, si vous êtes très honnête, en fait, on a tous une idée particulière, on est tous pleins de certitudes sur soi, sur les autres, etc., mais qui restent au fond un petit peu limitées et qui ne reflètent pas la réalité, parce que souvent, nos croyances sont confrontées aux conditions adverses, à la réalité. Si quelqu'un vient nous contredire, vient remettre en question, etc., notre perception de la réalité, ou si des conditions particulières viennent se mettre sur notre chemin, eh bien, on sent bien que tout cela est très vacillant et que ça ne tient pas la route. Donc, comme disait, en fait, on pourrait dire qu'entre nous et le monde, tel qu'il est réellement, il y a une espèce de filtre qui est notre mental, qui colore finalement le monde dans lequel nous vivons. Alors on va voir que pour examiner, les bouddhistes disent en fait que l'esprit est le créateur du bonheur, mais il est le créateur aussi de la souffrance. Ils parlent du nirvana et du samsara. Ils disent l'esprit est le créateur du nirvana, il est le créateur du samsara. Si vous prenez une situation, quelle qu'elle soit, une personne vous fait une remarque, ça vous blesse, et vous allez, habituellement, on va attribuer la responsabilité de notre souffrance à la personne qui vient de nous adresser cette remarque désagréable ou désobligeante. Mais si c'était la remarque qui portait les caractéristiques de la souffrance, tout le monde devrait ressentir la même chose. Alors on va avoir quelques personnes qui vont ressentir la même chose. Mais de manière générale, on verra, vous mettez 10 personnes dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions,
vous n'aurez pas une seule personne qui va réagir de la même façon. Peut-être que vous avez une personne face à une remarque, elle va se blesser, ça va faire de la peine, peut-être même qu'elle va pleurer. Il y en a une, ça va complètement lui faire perdre toute estime d'elle-même. Une autre, ça va la mettre en colère. Et puis une autre, peut-être, on va supposer que cette personne a beaucoup plus de recul que les autres, va se mettre à rire de cette attaque délibérée en disant non, il est pas de bon poil aujourd'hui, et puis il va prendre ça avec une certaine distance. Alors, excusez-moi, je viens de réaliser qu'on a oublié d'allumer le projecteur. Tu vas? D'accord. Et donc comme ça commence à s'assombrir. Bientôt, vous ne nous verrez plus. Donc, on peut voir que finalement, face aux mêmes circonstances, il n'y a pas une seule personne qui va réagir de la même façon, qui va ressentir les choses de la même façon. De la même manière, dans le sens positif, vous allez avoir quelque chose d'extrêmement agréable qui va vous être offert, mais selon l'état d'esprit dans lequel vous êtes, dans lequel est la personne, il y en a une qui va l'accueillir vraiment comme une bénédiction, on va trouver ça extraordinaire, une autre personne va trouver ça détestable, etc. Donc chacun est vraiment, vous voyez, ça rejoint tout à fait ce que disait Épictète d'Éphèse, il y a autant de monde qu'il y a d'individus, il y a autant de perceptions qu'il y a d'individus. Et c'est tout ce que nous projetons finalement dans le monde. Et donc on voit que, et on peut voir, là c'est pareil, dans des conditions adverses, même extrêmement lourdes. On voit des personnes qui ont subi des agressions, des viols, qui ont été battues, qui ont vécu des choses terribles. Et vous verrez que pas une seule personne, même dans des conditions extrêmement lourdes, lourdes de conséquences, n'auront la même réaction. Il y a des personnes qui vont être capables de dépasser complètement cela et d'en faire même une source de bonheur. C'était d'ailleurs Boris Cyrulnik qui disait que parfois dans son cabinet, il avait des personnes qui avaient vécu des choses mais vraiment terribles dans leur existence et qui, à force de se mettre en quête, finalement se disaient mais finalement j'ai eu beaucoup de chance. Dans ma vie, ça m'a donné l'occasion de voir le monde sous d'autres angles, de regarder, d'avoir une lecture différente de la vie, des autres et de moi-même. Alors que d'autres personnes qui avaient eu des expériences, certes peut-être douloureuses, mais nettement moins importantes, en tout cas avec une confrontation moins lourde, en fait, avaient beaucoup de mal à trouver le bonheur, avaient du mal de trouver du sens à leur vie, etc. Donc on peut voir encore une fois que même dans des conditions adverses extrêmement dures parfois, eh bien, vous n'aurez pas une seule personne qui aura la même perception, ou en tout cas qui aura une attitude, peut avoir une attitude très différente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être quelque chose à voir avec notre esprit, avec notre capacité à regarder les choses. Et c'était ce que disait Dalai Lama lui-même d'ailleurs. Il disait, il n'y a pas de mauvaise carte du ciel, il y a une mauvaise lecture de la carte du ciel. Et on voit souvent, on peut voir que c'est un lieu commun, on a toujours tendance à essayer de trouver un responsable à l'extérieur de notre souffrance. C'est soit notre patron, soit notre femme, soit notre mari, soit les enfants, soit le mauvais temps, soit nos hormones, soit notre éducation, soit les parents qu'on a eus, etc. Et pourtant, encore une fois, on va voir à quel point, finalement, c'est justement ce regard que nous posons sur les circonstances qui va vraiment être très déterminant en fait dans notre évolution et dans notre changement et dans notre progression personnelle. Maintenant, si on examine de près comment fonctionne notre esprit, si vous regardez, si vous êtes très honnête avec vous, pensez à un moment où vous avez ressenti un sentiment négatif très fort. Ça peut être de la colère, ça peut être de la jalousie, ça peut être des peurs. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Est-ce que vous pouvez dire que ça produit du bonheur? Vous allez me dire, forcément, non. Par contre, maintenant, essayez de vous mettre, et je sais qu'il y a des personnes qui participent à mes méditations collectives, qui sont venues dans des stages, qui sont là présents, essayez de penser à un moment où vous avez été capable de souhaiter du bonheur à quelqu'un. Ou de penser, par exemple, essayez de penser à un petit enfant. Pensez à son innocence, sa joie de vivre. Essayez d'imaginer maintenant un enfant qui est en train de jouer, et laissez émaner le sentiment qui s'éveille en vous. Ce sentiment de tendresse, de compassion qu'on peut avoir à l'égard de l'enfant, d'avoir vraiment cette tendresse infinie, parce qu'on voit ce gamin qui joue, qui est plein d'innocence.
Et regardez ce que ça réveille en vous. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Ben, vous sentez de la joie, vous sentez du bonheur. Mais ce n'est pas à cause de l'enfant, c'est grâce à ce qu'a réveillé en fait l'enfant en vous. Parce qu'en fait, cette joie, cette capacité à aimer, elle est présente en vous. L'enfant, lui, il n'a fait que l'éveiller, que le réveiller. Il a été quelque part l'occasion de percevoir, de manifester ce sentiment. C'est pour ça que les sages disent en fait que par nature, l'être humain, je sais que ça n'a pas l'air d'être le cas, mais l'être humain est bon. Et c'est pour ça qu'aussi ils disent que les sentiments négatifs n'ont pas de base valide, alors que les sentiments positifs, eux, ont une base valide. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, finalement, c'est que les sentiments négatifs, eux, ils sont fabriqués. Ils sont liés à la représentation qu'on s'est créée au fil du temps. Avec les années, on a eu des coups durs, on en a tiré des conclusions, et puis on a peut-être noirci le tableau, puis on en a rajouté, puis on a fini par s'enfermer là-dedans, dans cette perception, dans cette représentation. Un peu comme la personne qui est tout le temps en train de se plaindre, qui rajoute à la souffrance, au lieu d'essayer de regarder ce qu'elle peut faire pour changer ça. Et on a tendance à s'enfermer de plus en plus dans cette perception un peu sombre de la réalité. Et puis, il y en a d'autres qui ont suivi un autre chemin, et puis qui ont peut-être, au contraire, cultivé, essayer de regarder les choses sous le bon angle, de regarder, d'en faire une occasion, d'être peut-être de faire grandir finalement le positif en eux. Et donc, ça veut dire que quand on dit que les sentiments ont une base valide, c'est parce que en fait, ils sont rattachés à notre vraie nature et qui peuvent s'éveiller si on leur donne l'occasion, si on crée en fait les causes et les conditions pour y parvenir. Et c'est ça, en fait, la méditation. Alors maintenant, sur le plan pratique et sur le plan technique, je répondrai après à vos questions, mais c'est très important. Donc l'objectif, c'est de se libérer des causes de la souffrance et d'actualiser les causes du bonheur, c'est-à-dire d'éveiller finalement notre véritable nature, ce que nous sommes par nature, et qui va très largement participer à notre bonheur. Parce que nous sommes des êtres de compassion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des études extrêmement poussées qui ont été faites, et on constate que spontanément, l'enfant, il manifeste de la compassion. C'est après les circonstances, l'éducation, etc., qui va faire qu'il va se détourner en fait de ça, de cette nature. Et on retrouve la même chose chez les animaux. Les animaux sont capables de compassion. Donc, pour nous, notre objectif finalement, si on veut trouver un bonheur durable, un bonheur stable, un bonheur qui tienne la route et qui n'est pas remis en question par des conditions adverses, par les circonstances adverses, eh bien, ça va être d'éveiller justement notre vraie nature, qui va manifester justement, qui va permettre d'émaner de nous ces sentiments d'amour, de compassion. Et petite précision, et c'est ce que disent les bouddhistes aussi, l'amour ce n'est pas une émotion, ça n'a rien à voir avec cette dimension affective qu'on a dans notre culture, puisque nous, pour nous, l'amour c'est lié au romantisme, c'est-à-dire en réalité c'est pas de l'amour, comme disait Dalai Lama, il n'y a rien de plus à l'opposé de l'amour que le romantisme, parce que dans le romantisme, on n'aime pas l'autre, en fait on aime l'idée qu'on se fait de l'autre. Donc si l'autre commence à changer et qu'il n'est plus tout à fait, vous voyez les relations comment elles évoluent, au début on est plein d'allant pour l'autre, on est plein d'amour, on est romantique parce qu'on l'aime. Et puis au fur et à mesure, on commence à le connaître, mais on découvre qu'il n'est pas tout à fait conforme à l'idée qu'on s'en faisait. Puis on commence à être déçu, on commence à se détacher, on l'aime moins ou plus du tout. Et puis voilà, on se sépare parce qu'on découvre que finalement, c'était pas vraiment ce qu'on cherchait. La relation, on verra, d'ailleurs, je donnerai une conférence prochainement sur les relations, c'est vraiment tout à fait autre chose. Mais revenons à notre sujet. Donc pour trouver ce bonheur durable, c'est vraiment fondamental, c'est de se dire que ce bonheur, il n'est pas à l'extérieur. Il n'est pas à l'extérieur. Je pourrais toujours le chercher à l'extérieur, dans les satisfactions. C'est pour ça que les bouddhistes disent chercher le bonheur en satisfaisant ses désirs, c'est comme essayer d'étancher sa soif en buvant de l'eau salée. On n'y arrive jamais, c'est sans fin. Alors que si je comprends finalement que je suis moi-même la source de mon propre bonheur, que ça existe en moi et que je peux faire ressortir ça, que je peux le faire émaner, que je peux... Et c'est ça, s'éveiller. L'éveil, c'est d'éveiller sa vraie nature, ce que nous sommes par nature. Nous, on est identifié aux nuages qui passent dans le ciel, qu'on prend pour ce que nous sommes.
alors que notre véritable nature, elle est au-delà, elle est derrière. Et une fois qu'on a compris ça, et qu'on a compris aussi que c'est par mes perceptions erronées que je crée de la souffrance, eh bien, comment est-ce que je peux faire justement pour me libérer de ça, de ces perceptions? Comment est-ce que je peux faire pour mettre fin à ces tendances que sont toutes ces peurs, ces colères, comment est-ce que je peux me libérer de ces tendances, de tout ça? Eh bien, on va voir comment on va faire. Dans la méditation, alors je sais qu'il y a beaucoup de choses qui existent. J'ai étudié ça pendant 40 ans, comme je vous l'ai dit. J'ai eu le bonheur de fréquenter de nombreux sages. J'ai eu la grande chance de fréquenter Shimon Rinpoche, qui était considéré dans le bouddhisme tibétain comme une personne hautement réalisée. Et je peux vous assurer que d'être à son contact, ça a été des moments extraordinairement merveilleux, surtout parce qu'il a été cette chance extraordinaire pour moi d'être davantage en contact avec ce que je suis, avec ma vraie nature, c'est-à-dire d'être enfin libre de moi-même. Et je dirais que c'est le plus grand cadeau et le plus beau cadeau qu'ils nous font à travers ce qu'ils nous transmettent, à travers ce qu'ils nous communiquent. Alors je sais que vous verrez partout, et je suppose que certains d'entre vous, vous avez peut-être fait des pratiques par-ci par-là, que vous avez lu beaucoup de choses. Et c'est vrai que parfois, je reçois moi-même des mails, des personnes qui essaient d'expliquer ce que c'est véritablement la méditation, que je me trompe, que c'est faux ce que je dis, etc. Je pense que c'est important d'avoir une approche, comment dire, un tant soit peu réaliste. Certaines personnes disent même que on n'a pas besoin de méditer, que c'est pas nécessaire, qu'on peut atteindre l'éveil même sans méditer. Alors, bien sûr, mais quand je vois ces personnes, bon, je me pose la question, je me dis peut-être qu'elles auraient quand même besoin de méditer. Mais c'est souvent aussi parce qu'on a une idée fausse de ce qu'est véritablement la méditation. Certains disent que la méditation, ils prennent ça pour de l'auto-hypnose, de l'imagerie mentale. On parle aussi de la pleine conscience. On a l'impression que la méditation, c'est juste de la pleine conscience. Tout ça est vrai et faux, et on va essayer de trier les lentilles. Vous avez 3 aspects principaux dans la méditation. La première, c'est l'attention, qu'on appelle aujourd'hui la pleine conscience. Mais moi j'ai toujours entendu parler, parce que je fais partie de ces personnes qui ont eu le bonheur de rencontrer la méditation avant qu'elle devienne un peu, comment dire, un peu technique, avec des mots très... Moi je fais du MBSR, etc. Les sages parlaient toujours d'éveiller l'attention, parce que l'attention c'est une faculté qu'on possède tous. On a tous cette capacité d'être attentif. Si je vous demande par exemple, soyez attentif à votre bras gauche, par exemple, vous allez porter votre attention sur le bras gauche. Vous allez être attentif à ce qui s'y passe. Peut-être que vous allez percevoir des sensations, vous allez avoir... Et si vous poussez un peu votre attention, vous allez avoir des perceptions, des sensations de plus en plus fines. Donc la première chose, c'est l'attention. Pourquoi? C'est très important de comprendre ça, c'est que en état vigile ordinaire, si vous regardez, c'est un fait d'observation, votre conscience a la fâcheuse habitude de s'identifier aux pensées et forcément aux émotions qui leur sont liées. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme on est identifié à nos pensées et nos émotions, eh bien, on va subir nos émotions. Et c'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre ressentir, éprouver une émotion, qui est une chose, et se laisser emporter dans l'émotion. Et l'attention va faire en sorte de nous aider à rendre notre conscience beaucoup plus stable, à être beaucoup plus là où nous sommes. Alors je fais très attention de ne pas employer le mot « présent », parce que ça aussi, là c'est des concepts, il y a des gens qui essaient... Parce que si on entre dans un discours intellectuel et mental, on va discourir sur le présent, sur l'absence de présent, etc. Mais en réalité, ça, ce sont des concepts. Parce qu'on parle du passé, on va prendre un petit temps pour en parler. Qu'est-ce que c'est que le passé? Le passé, si vous regardez aujourd'hui, ce ne sont plus que des souvenirs. Tout ce que vous avez vécu dans le passé, vous n'en avez plus que des souvenirs qui réveillent des sensations, etc. Mais en fait, à ce moment-là, vous n'avez vécu ce passé, vous l'avez vécu parce que vous étiez là. Alors certains diraient parce que vous étiez présent. C'est une façon de parler. Mais vous ne pouvez pas vivre autre chose vous ne pouvez pas vivre autrement que maintenant. Tout ce que vous vivez, toutes vos expériences, vous les vivez maintenant. Et ici, là où vous êtes.
On ne peut pas faire autrement, c'est impossible. Même si vous volez la face, même si vous vous perdez dans vos pensées, même si vous essayez de vous réfugier dans votre futur, dans votre passé, mais même en pensant, quand vous pensez à votre passé, vous y pensez en étant là. Et quand vous pensez à votre futur, vous y pensez en étant là aussi. Vous pouvez envisager votre futur, mais ça ne vous envoie pas dans le futur pour autant. Vous êtes toujours là. La preuve, c'est que quand vous revenez, quand vous avez quitté votre imagerie mentale, vous vous rendez compte que vous êtes toujours là où vous avez toujours été. Et nous ne pouvons pas vivre autrement qu'en étant là, maintenant. Sauf que, comme on se perd dans nos pensées, on a l'illusion d'être ailleurs. Et donc le passé, finalement, ce qui vous reste de votre passé, ce ne sont que des souvenirs. Et c'est pour ça que Bouddha disait, le passé, c'est passé. Il y a une caractéristique, c'est qu'il est passé, et que vous ne pouvez plus le transformer, vous ne pouvez plus le changer. Par contre, et c'est là où c'est très important, parce que des personnes disent, c'est le passé qui influence notre présent. Non, c'est le regard que vous posez sur votre passé qui influe directement ce que vous vivez maintenant. C'est la lecture que vous en avez. La preuve, c'est que, encore une fois, à circonstances égales, vous aurez 10 personnes qui auront une perception très différente. Ensuite, votre futur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce ne sont que des imageries mentales. C'est tout ce que vous pouvez faire de votre futur. Vous pouvez vous l'envisager, l'imaginer, le souhaiter, le désirer, mais il n'existe pas encore. Et votre futur, il va être influencé par ce que vous allez faire maintenant. C'est pour ça que Bouddha disait, ce que vous vivez aujourd'hui dépend de ce que vous avez fait hier, et surtout du regard que vous posez aujourd'hui sur votre passé. Et ce qui vous arrivera demain dépend de ce que vous semez aujourd'hui, de ce que vous créez aujourd'hui. D'où l'importance d'être là pour regarder ce qu'on fait. Et c'est ça la pleine conscience. C'est Dalai Lama le résumait très bien, il disait « Regardez ce que vous faites ». Donc qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? On va entraîner la conscience à être là, le plus là possible. C'est pour ça qu'on appelle d'être ancré. En fait, ça ne veut rien dire d'autre que d'être pleinement là où vous êtes. Il y en a qui disent qu'il faut se faire des racines, etc. Mais non, c'est d'être juste là où vous êtes. Et c'est ça la première étape et la plus importante, parce que ça vous aide à ne plus vous identifier à vos pensées et de ne plus souffrir de toutes ces émotions qui vous charrient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et après, avec la pratique, qu'est-ce que ça va vous apporter? Cette pratique de base qui est vraiment la plus importante, eh bien, c'est que ça va vous aider à prendre de la hauteur par rapport à vos pensées et vos émotions et de pouvoir soit vous en libérer, soit faire exister ce que vous voulez dans votre existence. Ça, c'est la première chose. Donc, ça va vous donner vraiment une clé qui est très importante. Et dans la démarche que je vous propose, en fait, on a 3 cycles de formation. Vous avez le premier cycle, c'est essentiellement le développement de l'attention. On utilise différents supports dans un premier temps, le corps, l'esprit, le souffle, on approfondit, on utilise des techniques d'expansion du champ de conscience, et tout ça va aider la conscience à gagner en stabilité, à être de plus en plus là, présent où vous êtes. Mais ça ne suffit pas, en tout cas surtout au début, parce que nous sommes pleins de contradictions, nous sommes pleins de peurs, pleins de doutes, pleins de manque de confiance, pleins de choses qui vont faire que ces émotions peuvent être puissantes. Et on a besoin de ce qu'on appelle des antidotes. Les antidotes sont présents dans le bouddhisme tibétain aussi d'ailleurs, et tous ces antidotes vont nous aider à, comment dire, assouplir, apaiser justement ces émotions violentes, ces perceptions. Et nous, en plus en Occident, on souffre de quelque chose de terrible qui n'existe pas justement chez les Orientaux, surtout chez les Tibétains, c'est la culpabilité. C'est un véritable fléau. Et c'est pour ça que dans le deuxième cycle, qui contient 12 exercices, vous avez un exercice qui est consacré complètement à la culpabilité pour voir comment s'en défaire, parce que ça crée des angoisses, de l'anxiété, ça mène vers le perfectionnisme, dans les cas extrêmes ça conduit au suicide. C'est un véritable tourment dont il faut absolument se débarrasser si vous voulez tirer bénéfice de vos expériences. Vous avez des pratiques qui vous aident à prendre de la distance, de la hauteur aussi par rapport à vos émotions. Il y a des pratiques pour renforcer la confiance en soi parce que c'est indispensable pour progresser dans l'existence. Comment avoir une vie affective épanouissante, comment mener ses affaires, comment avoir une vie sociale riche aussi si on manque de confiance en soi. C'est très difficile pour quelqu'un qui manque de confiance en lui d'avoir un poste satisfaisant, de créer une vie heureuse, etc. Donc la confiance en soi est quelque chose de vraiment indispensable.
On vous montre comment renforcer votre motivation. Vous avez des pratiques qui s'adressent au corps aussi. Vous avez un exercice qu'on vous montre il est extraordinaire. On vous montre comment favoriser la réalisation d'un objectif. Mais d'abord, c'est un état d'esprit. Il faut être dans l'état d'esprit qui convient pour y parvenir. C'est d'ailleurs Freud lui-même qui disait lorsque toutes les forces de l'âme tendent vers le même objectif, alors le succès est garanti. Mais vous vous êtes certainement rendu compte de la difficulté, justement, de faire en sorte que toutes nos forces tendent vers le même objectif parce que nous sommes très divisés entre... C'était d'ailleurs Shimon Rinpoché qui disait « L'homme, c'est comme une voiture à deux moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant, ce sont nos aspirations positives, et puis il y a un moteur qui tire en arrière, ce sont nos peurs, la culpabilité, enfin, les doutes, etc., qui font qu'on n'arrive pas, on est toujours dans cette division permanente. » Donc tout ça, et ces pratiques sont là vraiment pour vous aider justement à débarrasser, à faire un peu le nettoyage dans tout ça, à y voir un peu plus clair. Et puis le troisième volet de la méditation qui est très important, c'est là aussi la connaissance de la véritable nature, de comprendre la véritable nature des phénomènes. La véritable nature, si on ne comprend pas par exemple la vraie nature de nos pensées, eh bien elle continue à nous mener par le bout du nez. Vous aurez beau vous asseoir, méditer, alors vous obtiendrez certains effets, mais il y a un moment où vous allez sentir que vous allez être limité parce que justement vos pensées arrivent à vous manipuler d'une manière ou d'une autre. Et c'est là où c'est très important d'avoir une connaissance claire de la vraie nature de ses pensées, mais de son véritable esprit. Et ça, je dirais que c'est le troisième cycle qui va vous aider. Et ce qui est extraordinaire, quand on arrive à ça, on a des clés qui peuvent mais vraiment couper net des illusions. Parce que plus vous allez approfondir la conscience que vous avez de la vraie nature des phénomènes, que ce soit de vos pensées, de votre esprit, de tous les phénomènes auxquels vous êtes confrontés, eh bien ça vous donne une liberté extraordinaire. Évidemment, on aborde aussi les notions d'amour, de compassion. Vous avez une très belle pratique qui s'appelle le yoga du maître, qu'on a eu le bonheur de pratiquer au dernier stage, qui vous aide à éveiller vos qualités humaines. Et vous avez de nombreuses pratiques comme ça qui vous aident vraiment à réaliser, à prendre conscience de ce que vous êtes par nature. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement puissant. Donc voilà, je vous ai donné un petit résumé de tout ça. On va en reparler. Maintenant, je vais d'abord répondre à vos questions. Ça va permettre de compléter. Si vous ne partez pas trop vite, je vais vous faire un petit cadeau aussi avant de partir. Donc voilà, je vais répondre à vos questions maintenant. Bon, j'imagine que tu en as plein. Il y en a beaucoup. Enfin, il y en a pas mal en tout cas. Donc, bon, Nadine qui posait la question comment bien méditer. Je pense que là, tu vas faire un bel exposé. Morad qui pose la question comment calmer une fatigue nerveuse. Là, c'est pareil. Alors, ce que j'aimerais vous dire par rapport à la méditation, c'est pas un truc. C'est pas un truc. Je veux dire, on va pas sortir une formule de dire à telle ou telle chose s'applique tel remède. C'est une vraie démarche de fond qui va vous aider à avoir un rapport totalement différent avec ce que vous vivez, avec les circonstances, avec justement vous avez des difficultés dans vos relations, vous avez même au niveau de la santé, parce qu'on sait que la méditation a des effets, c'est un adjuvant thérapeutique d'une très grande valeur. Donc ça va vous aider à avoir, déjà en ayant beaucoup moins de stress, ça va réduire le stress d'une manière considérable. Ça va vous apporter un grand apaisement, beaucoup plus de détachement, beaucoup plus de recul. Quand je parle de détachement, c'est plus d'avoir du recul, de la hauteur par rapport aux circonstances. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont beaucoup moins vous affecter et surtout vous allez avoir les clés pour vous libérer de vos difficultés justement, mais de manière autonome. Donc c'est pas... Nous on est un peu prisonniers de ce truc, on va chez le médecin, est-ce que vous avez un remède pour telle ou telle chose? Mais dans la réalité ça ne se passe pas comme ça. On va voir à quel point le rapport que vous avez avec le monde et avec les autres est directement affecté par le rapport que vous avez avec vous-même. Et je résumerai ça en paraphrasant Pema Chodron qui disait la méditation, c'est une façon d'entrer en amitié avec soi-même. Vous devenez un ami pour vous. Et un ami, eh bien, on lui veut du bien. On va prendre soin de lui. Et vous allez apprendre à prendre soin de vous. Et ça, c'est la première chose. Moi, c'est vraiment la première chose que j'ai découvert avec tous ces sages. Ils m'ont appris parce que j'ai vu que chez eux, en fait, ils apprennent à l'enfant, dès le plus jeune âge, à prendre soin de lui. Pas dans le sens narcissique du terme, mais vraiment ces notions de respect, respect envers soi-même.
de se respecter. Quand on est fatigué, on se repose. C'est des petites choses comme ça, déjà toutes bêtes, mais aussi de prendre soin de soi. Quand vous pratiquez justement l'attention, dans la notion d'attention, il y a une notion de bienveillance. C'est-à-dire que cette conscience qui était plutôt tournée vers l'extérieur, vous la tournez vers l'intérieur de vous-même. Vous vous prenez enfin en considération. C'est-à-dire que vous commencez à devenir bienveillant à l'égard de vous-même. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous êtes bienveillant à l'égard de quelqu'un, eh bien, il change. Il se transforme. Il voit qu'on le prend en considération, qu'on s'occupe de lui. Et bien là, vous allez devenir autonome. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez développer justement des qualités qui vont participer à améliorer le rapport que vous avez avec vous-même. Et ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Ça va faire en sorte que, en vous respectant vous-même, eh bien, quelque part, vous imposez le respect aux autres. Parce que souvent, on ne se sent pas respecté par les autres. Mais pourquoi? Parce que finalement, ils nous donnent le change. Quelqu'un qui a peu d'estime de lui-même, qu'est-ce qui va se passer? Il va rencontrer des gens qui vont nourrir ce manque d'estime de lui. Alors qu'au contraire, s'il commence à avoir un peu plus de respect pour lui, eh bien les autres auront plus de mal à avoir ces mauvais traitements, en quelque sorte. Quelqu'un qui a confiance en lui, qui est bien dans sa peau, on sent bien que on ne peut pas avoir la même attitude qu'on peut avoir avec le pote à qui on tape une claque dans le dos. On sent qu'il inspire le respect. Eh bien, quand vous apprenez à vous respecter, eh bien, c'est des choses qui n'entrent plus dans votre vie, de manière presque naturelle. Il y a souvent des gens qui m'ont dit « mais c'est extraordinaire, je vois, mais mes amis ne sont plus les mêmes, ou mes amis ont changé, je vois qu'ils ne sont plus du tout pareils avec moi. » Parce que vous avez changé le rapport que vous avez avec vous, et ça, c'est vraiment très important. Lise, bonsoir. Pensez-vous qu'il y a des gens heureux et en paix sans forcément méditer? La méditation est-elle le seul moyen d'atteindre le bonheur? Écoutez, si vous en trouvez, vous me faites signe. Je crois que, à moins que cette personne ait médité pendant de très longues vies et à ce moment-là, elle transmet autour d'elle, et tout dépend de ce qu'on fait de la notion de bonheur. Comme on dit, on voit un bon marin non pas dans les périodes de beau temps, mais dans les périodes de tempête. C'est là où on voit s'il maîtrise son navire. C'est un petit peu pareil, il y a des personnes qui ont l'air d'être heureux parce que tout leur sourit pour le moment, et puis le jour où il leur arrive une tuile ou un truc, et on peut voir là si la personne, son bonheur dure toujours. Et c'est vraiment cette capacité justement à accueillir les circonstances, comme disait Mathieu Ricard, sans la méditation, c'est comme quand il nous arrive une tuile, c'est comme si on tombait du 10e étage. Avec la méditation, c'est comme si on sautait de 3 mètres. Il nous arrive exactement la même chose, mais on n'a pas du tout la même perception. Alors, c'est une question, Boris. Bonsoir Bruno, j'ai beaucoup de mal à pacifier mon esprit, ça a toujours été comme cela depuis tout petit. J'en ai d'ailleurs fait un problème puisque j'ai souvent du mal à rester concentrée. Est-ce que je dois du coup accepter que mon esprit fonctionne à toute vitesse, car j'ai beaucoup de pensées et d'émotions qui s'élèvent et ça me demande beaucoup d'énergie pour l'apaiser. Les bouddhistes et les sages en général disent, si vous essayez d'enfermer un animal dans une petite pièce, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'affoler, il va s'agiter, il va aller dans tous les sens, il va griffer, si c'est un chat, il va griffer partout, il va essayer de sortir absolument, il va foutre la bagaille. Et ils donnent un autre exemple, ils disent, ou par exemple, vous prenez un cheval, vous l'enfermez dans un box, il va tout casser. Par contre, si vous lui donnez un grand pré, qu'est-ce qui va se passer? Le cheval, il va s'apaiser. Il va sauter partout dans un premier temps, mais après il va s'apaiser, parce qu'il sent qu'il n'est pas contraint. Et les esprits agités, ce sont des esprits contraints. On se contraint à beaucoup de choses, on s'impose beaucoup de choses, beaucoup de règles, beaucoup de... il faut que, etc., je dois être bon, et puis on est toujours en lutte contre soi. Si on abandonne cette lutte, c'est-à-dire si on met de l'espace dans son esprit s'apaise naturellement. Et c'est ça qui est important à faire dans la pratique. Et ça, vraiment, c'est... alors ça peut mettre un peu de temps, parce qu'il y a des agités chroniques. Mais à force, c'est vraiment de mettre de la douceur dans sa vie, de l'espace, de susciter des choses apaisantes aussi. Alors pour ça, justement, c'est le jeu des antidotes. Il y a plein d'antidotes qu'on peut appliquer pour ça. Pierre-Jean et Stéphanie qui posent des questions similaires. Pierre-Jean, alors Stéphanie, je ne m'aime pas et beaucoup de gens m'ont démoli.
je n'arrive pas à me reconstruire, que faire? Et Pierre-Jean, idem, je ne m'aime pas et parce que l'on m'a toujours rabaissé. Comment réagir pour s'aimer? Vous prenez le problème à l'envers. On vous a démoli, ou plutôt vous avez le sentiment d'avoir été démoli parce que vous ne vous aimez pas. Eh bien, ça se fait progressivement. C'est de commencer. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Déjà, la méditation, comme je viens de l'expliquer, c'est que la méditation va vous amener... C'est un acte d'amour, la méditation. Parce que cette conscience qui était plutôt tournée vers l'extérieur, on la tourne vers nous-mêmes et on se prend en considération. On commence à s'occuper. C'est très différent de se préoccuper de soi. Les gens sont tout le temps préoccupés d'eux-mêmes. Ils sont préoccupés de l'image qu'ils doivent donner, de est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait, comme il fallait pour qu'on continue à m'aimer, etc. On est très dépendant du regard des autres, ou de l'approbation, de la désapprobation des autres. Et la méditation, c'est tout à fait autre chose. Ça veut dire que là, on va commencer vraiment à se prendre en considération, sans s'occuper de ce qu'on doit faire, si c'est bien, si c'est pas bien. Comme je l'ai dit, on va entrer en amitié avec soi-même. Ça, c'est vraiment de la bienveillance à l'égard de soi-même. Et ça commence par ça. Et vous commencez un petit peu, et un peu plus, et un peu plus, puis vous dites, ah mais tiens, si je me mets encore un peu plus, et puis vous en mettez un peu plus. Nous, on voit, il y a des personnes qui viennent dans les stages, et c'est extraordinaire de voir comment ils repartent, parce qu'ils ont été baignés dans de l'amour, du matin au soir, je dirais. Ça peut être même troublant, il y a des personnes parfois qui ont des réactions vives, parce que ils se disent, mais c'est pas possible, si c'est possible. Et puis, ils découvrent justement qu'ils peuvent recevoir de l'amour, qui peuvent en donner, mais aussi en recevoir. Et là, leur estime d'eux-mêmes commence à grandir. Ne laissez pas les autres vous jeter des mauvais sorts. C'est parce que, je dirais que si les autres ils arrivent à vous atteindre, c'est pas ce qu'ils ont fait qui est le problème. C'est que, quelque part, c'est lié à vos blessures. Si je prends quelqu'un par la main, même avec bienveillance, et s'il a une blessure, je vais lui faire mal. Je ne l'ai pas fait volontairement parce que je ne savais pas qu'il avait une blessure. Et ce sont en décodage biologique, on parle de blessure. Dans la démarche méditative, on parle de perception. En fait, c'est la perception erronée de la situation qui nous amène justement à avoir ce genre de réaction, de repli, etc. Et quand on commence à y voir clair, eh bien, on se libère de tout ça. Et ça ne nous affecte plus. Et ça s'apprend, apprendre à s'aimer, ça s'apprend. Ça se cultive, ça s'entretient, ça se nourrit et ça se fait grandir. D'abord parce que vous n'avez pas de raison de ne pas vous sentir aimé. Alors, 2 questions à peu près similaires aussi sur des émotions différentes. Petra, peut-on calmer l'angoisse par la méditation? Et France qui pose la question, peut-on calmer la douleur en méditant? Donc par la méditation. La même chose. Vous allez changer le regard. En fait, c'est pas que vous allez changer le regard, c'est que vous allez poser un regard beaucoup plus neutre, presque plus objectif. C'est-à-dire que, par exemple, sur une douleur physique, sur la douleur physique, on sait qu'il y a aussi la charge mentale qu'on met dessus. Et donc, la méditation va aider à se débarrasser de cette charge mentale, à essayer de percevoir la sensation qui est douloureuse, certes, mais avec cette charge mentale en moins. Et on va voir, ça réduit considérablement déjà la douleur en elle-même. Et après, on va voir que la charge mentale étant retirée, il est peut-être possible, mais je ne veux pas faire de diagnostic parce que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, que ça a un effet sur la douleur. Et l'autre question ? C'était... Sur les angoisses, oui, pardon. Angoisses, ouais. Sur les angoisses. Ben là, c'est pareil. L'angoisse, en psychologie, on considère ça comme un mécanisme de défense qui nous protège de quelque chose. Mais de quoi nous protège-t-il? Peut-être de notre manière de vivre. Peut-être que notre manière de vivre, peut-être que, comment dire, on se force à faire des choses qui ne nous correspondent pas et ça crée de l'angoisse. Peut-être qu'on n'est pas là où on devrait être, dans le métier, dans la relation, etc. où on devrait être. Peut-être parce qu'on n'a pas appris à se connaître, à mieux se connaître, à se faire confiance aussi et à se respecter. Et la méditation va apporter aussi ce regard, encore une fois, bienveillant à l'égard de soi-même. Et il y a de très fortes chances qu'effectivement les angoisses diminuent. Marie-France, faut-il se fixer un moment précis avec un horaire quotidien pour être régulier dans la méditation? Dans un premier temps, ça peut aider. C'est bien d'avoir une certaine forme de discipline, mais une discipline non forcée.
Moi, j'ai entendu de la bouche d'un sage, ça m'avait réconcilié parce que moi j'étais un peu fâché avec la discipline. Et il disait la discipline, c'est simplifier sa vie pour trouver l'espace nécessaire à la pratique. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis il y a un autre aspect aussi qui gêne la discipline, surtout en Occident, parce que nous, la notion d'effort est associée à contrainte. Pour nous, un effort est contraint. Et donc dès qu'on va faire un effort, on a l'impression de, c'est une sorte de tension, on s'oblige, on obéit presque à un ordre. Alors que moi j'ai découvert ça aussi avec tous ces sages, c'est ce qu'on appelle l'effort joyeux. On pratique dans le plaisir. Et si vous faites quelque chose avec plaisir, mais ça vous procure du bien. Et comme ça vous procure du bien, vous avez envie de le recommencer, de le refaire. Et moi, je rêve du jour où on va apprendre à nos enfants à apprendre dans le plaisir, dans la joie. Nos écoles, mais c'est terrible. L'esprit déteste la contrainte, on est enfermé. C'est pour ça qu'on crée des grands stressés aujourd'hui dans notre culture. Des gens angoissés, des gens tendus. À l'école, on n'apprend pas à être heureux. Donc il faudrait... Moi, j'invite vraiment... J'avais commencé à mettre ça dans les écoles, mais malheureusement, le rectorat a mis son veto. Et moi, je trouve ça fantastique parce que un prof détendu va détendre ses élèves et ses élèves vont être heureux, ils vont avoir du bonheur à apprendre. Vous êtes avec quelqu'un d'heureux, de joyeux, etc. Et je dirais que c'est vrai pour tous les responsables. J'invite les chefs d'entreprise, les dirigeants, les politiques à pratiquer la méditation et apprendre à être détendus et à mettre de la joie dans leur vie. Et je suis sûr qu'on aura des résultats nettement différents. Et croyez-moi, c'est quelqu'un d'hyper discipliné qui vous en parle, parce que moi j'étais un tendu quand j'étais jeune, et j'ai appris à mettre de la souplesse, à m'assouplir, et vous voyez le résultat. Alors Jordan a deux questions qui se suivent. Je perds également beaucoup d'énergie à gérer mes émotions. La noirceur entre guillemets de mon enfance et mon éducation a son rôle. La méditation oui, mais quand l'utiliser et combien de temps pour avoir une efficacité? Alors déjà, le mot efficacité, ça c'est très occidental. Ça rejoint un peu la réponse que j'ai faite tout à l'heure à la personne qui disait qu'elle avait l'esprit agité. Plus vous allez mettre d'espace, plus pensez à ce cheval en fait, à qui vous donnez de l'espace, et il peut se détendre, et il se sent bien, et il se sent mieux. Mettez de l'espace. Avec la pratique, si vous mettez de l'espace, d'abord vous allez regarder justement ces côtés sombres avec beaucoup plus de distance. Dalai Lama qui disait d'ailleurs au cours d'une conférence, il avait pris un œuf, parce qu'il y avait un œuf devant lui, vous savez, des œufs cuits durs, et il l'avait pris et puis il l'avait mis tout près de son visage. Il a dit, vous voyez, je vois plus que l'œuf, mais si je le mets au bout de la main, je vois l'œuf, mais je vois tout le reste. En fait, vous êtes collé à vos perceptions, à ces perceptions sombres, etc. Et vous avez c'est tout votre univers, vous avez l'impression que c'est votre univers, et vous avez une enfance douloureuse. Si vous lisez mon livre, Quand la vague réalise que le sang, vous allez voir, mon histoire, elle est pas triste non plus. Mais justement, je me suis dit, là, il faut arrêter, parce que si la vie, ça doit être tout le temps comme ça, c'est pas drôle du tout. Moi, je préfère repartir. Donc, je me suis dit, il y a certainement autre chose à faire. C'est vraiment ce qui m'a poussé vers la méditation et à mettre plus d'espace, justement, dans ma vie. Et ça va vous aider, justement, à vous rendre compte que vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos perceptions, vous n'êtes pas cette noirceur. Vous êtes la vie, vous êtes le bleu du ciel, vous n'êtes pas les nuages. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça que va apporter la méditation. On va dire, mais oui, j'ai souffert dans mon enfance, j'ai eu tout ça, etc. Mais voilà, vous allez faire dégonfler un petit peu tout ça, vous allez assouplir cette perception. Et même si ça a été douloureux, même si ça a été dramatique, votre vie, ce n'est pas que ça. Et ça va vraiment vous aider. Et petit à petit, ça va perdre du terrain. Je vais vous donner une image. Essayez d'imaginer que on a un gros tonneau dans lequel on a mis un produit toxique au fond. Et tous les jours, vous venez mettre de l'eau pure, très pure. Qu'est-ce qui va se passer? Ce produit toxique va se diluer de plus en plus, de plus en plus. Et il y a un moment, il va atteindre un tel niveau de dilution qu'il n'a plus aucun effet. Et que vous pourriez même boire l'eau, sans être affecté. Eh bien, je dirais que la méditation, en participant à l'élargissement de votre champ de conscience et en prenant conscience de plus en plus de choses heureuses, positives, qui sont en vous, qu'on n'invente pas, on ne les crée pas, elles sont là, elles sont présentes en vous. Eh bien,
ces poisons mentaux, comme les appellent les bouddhistes justement, ont de moins en moins de pouvoir, ont de moins en moins d'effets. Et ils ont de moins en moins le pouvoir d'affecter votre vie. Et c'est comme ça qu'on arrive à changer. Si vous comprenez ça, vous avez vraiment une clé déjà très importante. Parce que plus vous nourrissez le positif, parce que le négatif, parce que ce que vous faites quand vous nourrissez le négatif, quand on se lamente, on s'inquiète, etc., eh bien, on rajoute des produits toxiques dans le tonneau. Donc, ça devient, à un moment, c'est carrément épouvantable, quoi. Donc, ça, vous pouvez le changer. Vous pouvez le transformer, et tout le monde a cette capacité. C'est pas quelque chose qui appartient à des personnes en particulier, c'est qu'on a tous, parce que c'est inhérent à la nature humaine, on a tous cette capacité à réformer notre esprit. Donc toujours Jordan, pour terminer, j'arrive à gérer de plus en plus mes émotions le jour, mais la nuit, quand je dors, je fais chaque nuit des cauchemars. Comment travailler la méditation pour calmer le subconscient? Alors, 2 choses. Arrêtez de gérer, parce que c'est ça le problème, c'est que vous gérez, donc ça ressort la nuit. Gérer, chez vous, semble être synonyme de contrôle. Donc vous contrôlez vos émotions, vous ne les acceptez pas réellement. Et puis vous n'allez pas travailler avec la méditation. C'est un mot c'est extraordinaire, c'est répandu aujourd'hui, je travaille sur moi. Arrêtez de travailler sur vous, mettez du plaisir, faites-vous plaisir, et vous allez voir que les choses vont vraiment changer dans votre vie. Donc la pratique dans le plaisir. On va prendre encore quelques questions, puis après on va passer à la suite. D'accord. Ou Steven, voilà. Comment méditer correctement? Calmer son esprit pendant une session? Car j'ai beau mettre une musique douce, fermer les yeux et me concentrer, mon esprit part dans tous les sens et réveille des angoisses. Alors déjà, vous enlevez la musique, vous ouvrez les yeux et vous mettez, là aussi, mettre de l'espace. Au début, surtout, justement, des gens comme vous, c'est important d'être guidé. C'est très difficile d'y arriver seul. Moi, j'ai fait ça pendant des années tout seul, mais à un moment, on se rend compte que ça a ses limites. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui est là pour nous aider, pour nous inspirer. Déjà, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans la pratique. Alors, je sais que dans une culture, on a un rapport avec... on a très peur de tout ce qui peut représenter une forme d'autorité, on a peur de la dépendance, etc. Ça n'a strictement rien à voir parce que, moi je peux vous assurer, j'ai passé du temps avec des sages, mais s'il y a des personnes qui ont respecté ma liberté, eh bien, ce sont bien eux. On se sent vraiment respecté, on se sent aimé pour ce qu'on est, c'est nous qui ne nous aimons pas souvent quand on va les voir, et j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Il n'y a aucune dépendance, au contraire, ils ont même plutôt tendance à nous mettre dehors, parce que nous on veut rester, on leur colle. Et donc ça c'est important aussi quand même de se faire aider, ça vraiment. C'est pour ça que personnellement j'ai mis en place cette méthode pour donner un accompagnement et vous verrez, ça peut vraiment vous aider. Mais on va en reparler tout de suite après. Encore 2-3 questions? 2. Alors, Alix qui pose la question, comment libérer un enfant de ses angoisses? Supposons que la méditation pourrait être... Alors ça, c'est la chose la plus simple. Détendez les parents et l'enfant va mieux. Ouais. J'ai souvent, vous savez, quand j'étais en cabinet, parce que j'ai eu un cabinet pendant 20 ans à Strasbourg, et souvent il y a des parents qui venaient me voir, qui me disaient, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mon enfant? Je leur dis, écoutez, moi je peux rien faire, c'est pas moi qui les élève. Mais vous pouvez faire beaucoup pour votre enfant. Détendez-vous et vous allez voir comme votre enfant va se détendre. Et quasiment dans 100% des cas, ça marche. Et même quitte à faire venir l'enfant avec les parents. Mais chaque fois, quand les parents... Alors, de temps en temps, il y a des parents qui se vexent un peu quand on leur dit ça, mais ceux qui jouent le jeu, mais c'est simplement magique. Je vais vous raconter une histoire, je la raconte souvent parce qu'elle est tellement extraordinaire. J'avais une personne qui était commerciale, elle est toujours sur les routes, stressée, etc. Elle n'en pouvait plus, puis elle est venue, et elle a pris tout de suite les 3 cycles de la méthode. J'avais encore mon cabinet à l'époque. Elle a fait les 3 cycles, puis à la fin, elle m'a dit, écoutez, j'aimerais bien avoir un entretien avec vous pour qu'on discute de ma progression, tout ça. Je lui ai dit, écoutez, pas de problème. Donc on s'est vu, on a eu un échange. Elle me dit, mais vous savez, vous ne pouvez pas imaginer tout ce que m'a apporté votre méthode, c'est fantastique, parce que même en rapport avec mes enfants, c'est extraordinaire. Elle a dit, il y a quelques jours, ma petite fille, elle est venue sur mes genoux, elle m'a dit, tu sais maman, tu as beaucoup changé, parce que même quand tu te fâches, eh ben, c'est plus pareil. Donc vous voyez, c'est... Les parents, les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits, ils ont besoin de parents heureux. Et vous allez leur communiquer cette joie de vivre, ce bonheur. Et ils perdront leur raison d'avoir des angoisses, parce qu'ils seront avec des parents qui seront ouverts, et vous saurez quoi faire. Vous aurez le geste.
parce que vous vous verrez mieux. Vous savez, c'est un ami qui était venu me voir, qui m'avait dit, bon, il avait un problème avec son gamin aussi, et, parce qu'il souffrait d'une maladie. Il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai dit d'abord, la première chose, c'est que toi, tu dois te libérer de ton angoisse par rapport à la maladie de ton enfant, parce que tu ne pourras pas l'aider correctement. Je lui ai dit, tu dois être en paix avec ça. Tu dois te débarrasser de tout ce que ça te réveille, de tout ce que ça réveille en toi. Et il a pratiqué. Et il a pris vraiment de la hauteur, et à un moment, il est arrivé en paix, et il était même prêt à accepter le pire. Il était vraiment en paix. Et bien, vous ne pouvez pas savoir ce que ça a eu comme effet sur son enfant, même au niveau de sa maladie. Donc on voit à quel point c'est vraiment, vous avez un pouvoir énorme. Votre pouvoir sur les autres, c'est de participer à leur bonheur en créant votre propre bonheur. Parce que qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle? Et qui mieux qu'une personne détendue peut détendre les autres? Voilà, vous avez ma réponse. Même s'il ne vous plaît pas. Dernière question alors. Donc c'est Florence. La méditation me fait énormément de bien. J'ai réussi à relativiser les moments difficiles que j'ai vécus ces derniers mois. J'ai eu le Covid, mon mari aux soins intensifs, cause Covid, il a frôlé la mort. J'ai subi opération en décembre. Et tout cela grâce à vous, à vos cours, à vos paroles. Cela fait malheureusement quelques jours que je subis à nouveau de l'angoisse à cause des événements actuels, menace nucléaire de Poutine. Je ne pense qu'à cela. Quels conseils pouvez-vous me donner pour que j'arrête d'avoir des pensées négatives? Ce qui se passe dans notre monde actuel m'angoisse beaucoup. Comment faire? D'abord, il y a une petite phrase qui dit « La peur n'empêche pas le danger ». Ce n'est pas parce que vous vous inquiétez que ça va empêcher la situation de se produire ou pas. Et puis, moi, j'ai une maxime qui m'a accompagné toute ma vie. C'était Benjamin Franklin qui disait toujours « Je me prépare toujours au pire et j'attends le meilleur, comme ça je ne suis jamais déçu ». Parce qu'on est dans une culture, et c'est un peu propre de notre culture, c'est ce que disait Dalai Lama quand il voyait l'Occident. Il disait l'Occident, sa caractéristique, c'est vraiment la peur de la souffrance. On a très peur de souffrir. On est très mal à l'aise avec ça. Et on a du mal à accepter les coups durs, les difficultés. Ils sont inhérentes à la vie, on ne peut pas les éviter. Alors ce qui va se passer en Ukraine, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On peut supposer quand même que les Occidentaux, en tout cas les gouvernements occidentaux, ne vont pas laisser les choses déborder, en tout cas on le souhaite, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais néanmoins, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, de prendre de la distance et de se dire, c'est pas en suivant mes émotions négatives que ça va améliorer la situation, au contraire, moi, ça va m'affaiblir. Ça, je pense que c'est vraiment important, et de cultiver encore. Comme tu suis les cours, tu as les clés, donc je pense que tu sais quoi faire. Prends le temps de réfléchir, de méditer, par toi-même d'ailleurs. C'est important de devenir autonome, de se dire quelle est la meilleure attitude à adopter justement pour trouver cette paix, cette sérénité. Parce que si je veux que le monde soit plus en paix, c'est en y mettant de la paix, et pas de la peur, de l'angoisse, de la colère, de l'agressivité. Et ça, je pense que c'est important de se dire que ma propre angoisse ne participera pas à améliorer la situation dans le monde. Et puis bon, voilà, tu as les outils. Respire aussi, prends le temps de respirer profondément, de laisser toutes ces émotions te traverser, laisse-les passer, et regarde tout ce que ça réveille en toi. C'est peut-être quelque chose encore de plus profond que la situation. Les situations extérieures ne font que réveiller quelque chose qui est là, à l'état latent. Ça n'invente pas. Et la pratique va aider à prendre conscience de ça. Voilà. Alors, bon. Peut-être quand même des questions qui sont alors, regroupent. Petite dernière alors. Ouais. Il y a tellement de méditations différentes. Comment savoir laquelle nous convient? Quelle est votre méthode à vous, Bruno? Il y a la méditation transcendantale. Pas pour moi, rester en silence. D'autres personnes qui posent la question aussi, je vous découvre, j'ai besoin d'apprendre à méditer. Quel genre de méditation dois-je choisir? Alors peut-être que vous n'avez pas écouté le début de la conférence, parce que je pense avoir répondu à cette question. J'ai parlé des 3 aspects. Je vous invite, si vous n'avez pas entendu la conférence, écoutez-la depuis le début. Mais Loïc va vous mettre aussi dans le chat une vidéo que j'ai réalisée qui s'appelle « Les 3 ingrédients à la méditation ». C'est ce qu'il faut savoir réellement de la méditation. Je sais qu'il existe aujourd'hui pléthore de méditation, et même des auteurs qui vous inventent des trucs, des choses un peu bizarres, mais
dans toutes les méditations, et les bouddhistes disent la même chose, il y a ces 3 fondamentaux, l'attention, les antidotes, la méditation sur la nature de l'esprit. Je l'ai développé, je ne vais pas revenir dessus, et puis vous pouvez écouter. Et c'est ce que je vais vous proposer maintenant, parce que si vous souhaitez un accompagnement, il n'y a pas d'obligation, cette démarche en tout cas peut vous aider. Vous avez le premier cycle dure 7 semaines. Pendant 7 semaines, vous allez apprendre justement à développer cette forme d'attention qui va vous apporter de la stabilité, mais ça va vous aider à vous détendre, à apaiser votre esprit, à prendre de la distance, à mieux accepter vos émotions justement pour ne plus en être le jeu sur les émotions. C'est quelque chose qui est qui marche bien. On termine sur un exercice d'expansion du champ de conscience qui va vous aider à prendre de la hauteur aussi. C'est assez fantastique. Au début, moi, j'invite les gens à pratiquer allongé volontairement. Alors, si vous avez déjà fait de la méditation, peut-être qu'au début, vous serez un petit peu dérouté, mais c'est normal. Moi, j'ai eu quand j'étais en cabinet, j'ai une nonne zen, puis des bouddhistes qui sont venus chez moi, qui étaient un peu... Et puis qui finalement ont dit, mais c'est génial, en fait. Après, vous allez pouvoir pratiquer assis. Parce que souvent, je constate que les Occidentaux, ils sont figés, ils s'assiedent, ils sont raides comme ça, dans le contrôle. Alors que là, moi, j'invite les gens vraiment à s'assouplir, à se détendre, à se faire du bien, tout en éveillant leur attention. Donc, comme je l'ai dit, on utilise le corps, l'esprit, la respiration, etc., puis différents processus physiques et mentaux pour stabiliser la conscience. Ça, pendant 7 semaines. Et vous allez voir, ça apporte beaucoup de détente, de paix, ça aide beaucoup. En tout cas, je pense qu'il y a des personnes qui suivent les cours pour vous le dire. D'ailleurs, vous avez beaucoup de témoignages sous la vidéo que Loïc va vous passer. Et ensuite, vous avez le deuxième cycle qui s'étale sur 12 semaines. Vous avez 12 pratiques qui vont vous aider vraiment à mieux comprendre les mécanismes de votre esprit, justement à vous libérer de la culpabilité, à renforcer la confiance en vous, apprendre à vous accepter. Il y a un exercice sur l'acceptation de soi qui est quelque chose d'extraordinaire, d'apprendre à accepter ses talents, accepter ses qualités humaines aussi, et accepter aussi ses côtés négatifs. Et ça va vraiment mettre de la paix, de prendre de la hauteur par rapport à vos émotions, à réaliser plus aisément vos objectifs. Bref, vous avez 12 semaines de pratique et toujours dans la joie, dans le plaisir, vous n'arrêterez pas d'apprendre. Vous allez voir, c'est vraiment très 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 enrichissant. Et puis, le troisième cycle, là on va vraiment beaucoup plus loin puisqu'on touche à la nature de l'esprit et on ne peut pas le faire. Alors il y a des gens qui vont encore me demander est-ce que je peux faire le cycle 2 sans faire le cycle 1 ou est-ce que je peux faire le cycle 3 sans faire les autres cycles. Non et non, parce que même si vous avez fait quelque chose ailleurs, vous n'avez pas les bases. C'est propre à la méthode qui est proposée ici, donc ça n'est pas possible. Mais néanmoins, et c'est indispensable de préparer le terrain, et c'est ça qu'on a fait dans les 2 cycles précédents, c'est de bien préparer le terrain pour aller vers des techniques plus avancées pour justement réaliser la vraie nature de votre esprit. Donc voilà. Alors, si ça vous intéresse, je vais vous parler maintenant, on va parler des tarifs. Sachez juste une chose, comme je vous l'ai dit au début, nous sommes aussi une association humanitaire. Ressources et Actualisation apporte son soutien, c'est le soutien principal de Planète Altruiste. Donc tout ce que nous faisons, on le fait dans le but de soutenir aussi Planète Altruiste, qui est notre association humanitaire. Vous pourrez vous renseigner, vous taperez sur les moteurs de recherche plus tard pour voir ce qu'on fait. Et on essaie de faire des tarifs qui sont le plus accessibles possible pour tout le monde, parce que je sais que des formations comme ça sur le net et même en cabinet sont très chères. Si vous êtes allé chez un sophrologue, et moi je sais pour avoir exercé en cabinet, une séance en général c'est entre 40 et 150, parfois même 200 € la séance. Pour quelqu'un qui travaille en cabinet, c'est très difficile de faire en dessous de 50 €, parce que moi j'ai été exercé, les charges sont extraordinaires. Donc, mais néanmoins, tout le monde ne peut pas se payer ça, parce que vous imaginez un programme de 7 semaines à 50 € la séance, vous voyez un peu le prix que ça donne. Ça ferait à peu près 350, 400 € par cycle, et les autres cycles, vous en auriez pour 500 €. Je sais que la plupart des formations de cet ordre, c'est à peu près 1000 € par cycle. Alors je vous rassure, on est loin de tout ça. Le prix qu'on demande, normalement, c'est 250 € par cycle, mais en réalité, il n'y a quasiment personne qui paye ça. La plupart du temps, on propose le tarif réduit si vous prenez 2 cycles, par exemple, ou si vous prenez les 3, c'est 107 €
par cycle. Mais ce soir, je vais vous faire un petit cadeau jusqu'à demain soir, parce que bon, comme on ne veut pas prendre trop de monde non plus, c'est pas l'objectif, parce que nous, quand on a trop de monde, on n'arrive plus à répondre aux mails, parce qu'on reçoit des centaines de mails par jour, donc il faut quand même pouvoir répondre, et on veut faire un accompagnement de qualité aussi. Donc jusqu'à demain soir, en utilisant le code Bruno, je pense que Loïc va nous le mettre, va le faire apparaître, ça va certainement venir, voilà, vous allez sur le site ressourcesactualisation.com, vous cliquez sur l'onglet cours, là vous allez avoir une explication générale des cours. Il y a des vidéos, vous avez même des vidéos de témoignages de gens qui ont suivi la méthode, et il y a plein de témoignages, on en a des centaines comme ça, et vous regardez pour compléter votre information. Vous avez le programme des 3 cycles, si vous voulez regarder programme par programme, vous pouvez le faire. Et ensuite vous cliquez, si vous voulez commander, vous avez, je crois que ça s'appelle commande des tarifs ou quelque chose comme ça, vous cliquez sur le bouton, et là, on vous explique ce que vous allez recevoir, si vous passez commande du cycle 1, des 2 cycles, des 3 cycles. Sachez que si vous prenez les 3 cycles, vous avez des bonus, vous avez le CD du mois, tous les mois vous recevez, c'est un extrait de séminaire que j'ai donné en live, et puis vous avez des e-books en plus, vous avez des extraits audio, enfin bon, bref, et vous avez un séminaire complet sur la confiance en soi qui vous est offert si vous commandez les 3 cycles. Donc, une fois que vous commandez, que vous avez mis la commande dans le panier, vous mettez le code Bruno en majuscule, c'est très important parce qu'il y a des gens qui nous disent chaque fois le code ne marche pas, vous mettez Bruno et vous allez avoir chaque cycle à 87 €. 87 € par cycle. Donc vous voyez, c'est vraiment donné. Alors sachez que, encore une fois, ce code est utilisable qu'une seule fois. C'est-à-dire que si vous prenez d'abord un cycle aujourd'hui, vous ne pourrez pas l'utiliser pour les cycles suivants. Parce que bon, déjà, on fait des tarifs au ras des pâquerettes, et si vous faites 3 cycles, ça fait une réduction qui est plutôt intéressante. Jusqu'à demain soir, utilisation une seule fois du code Bruno. Donc voilà, c'est le cadeau que j'avais envie de vous faire, parce que j'ai envie que vous... Moi, mon objectif, c'est pas de m'enrichir. Moi, j'ai une vie très simple et j'aime beaucoup ma vie, je suis très satisfait. Mais néanmoins, bon, on est obligé de faire exister, de tourner. C'est grâce justement à ces cours, comme je vous l'ai dit, qu'on soutient Planète Altruiste, qu'on fait exister Ressources Actualisation, etc. Donc on ne peut pas non plus baisser trop les prix. D'ailleurs, on avait fait une petite augmentation parce qu'on ne pouvait plus tenir, on était vraiment trop limité. Moi, mon but, c'est vraiment que vous ayez des outils dans votre vie, que vous puissiez améliorer votre existence, que vous puissiez... Et d'ailleurs, vous pouvez même le faire en famille. On ne va pas vous demander de payer 3 fois. Si vous faites participer vos enfants, votre mari, etc., vous n'avez pas besoin d'acheter 3 fois les cycles, vous l'achetez qu'une seule fois. Et l'autre avantage, c'est que c'est acquis définitivement. C'est-à-dire que si, par exemple, dans 10 ans, vous revenez, bon, si je suis encore là, mais et vous vous dites, bon, j'aimerais refaire le cycle, eh bien, vous le refaites, mais vous ne payez pas. On réactive les cours et il n'y a pas de problème. Alors que si vous alliez voir quelqu'un en cabinet, vous dites, j'ai suivi des séances chez vous, est-ce que vous me les faites gratuites maintenant? Ça m'étonnerait qu'il vous le fasse. Chez nous, c'est le cas. Donc voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. En tout cas, il y a plein de vidéos, puisqu'on organise aussi, il y a les balades de Bruno, il y a les méditations collectives le dimanche matin. Vous pouvez participer aussi à des stages pour compléter. Donc tout ça est là pour vous, et vous avez énormément de gratuit qui est donné. Il y a plein de vidéos. Vous tapez Bruno Lallemand, conférences, vidéos, vous trouverez tout ça sur le net ou sur le site. En tout cas, voilà, enrichissez-vous. Donc jusqu'à demain soir, vous avez les cours à 87 € grâce au code Bruno. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On vous a envoyé un mail avec toutes ces informations, avec le replay aussi si vous voulez le revoir ou le partager, si vous voulez revoir les informations. En tout cas, sachez qu'on est là pour vous. Si vous avez besoin d'aide, eh bien on essaie. Par contre, essayez de ne pas trop téléphoner parce que mon assistante, après une conférence en général, elle est submergée, elle n'en peut plus. Donc, envoyez-nous un mail, on y répondra volontiers. Voilà, passez une excellente soirée et je vous dis peut-être à très bientôt dans un stage, dans un cours ou peut-être dans un des programmes de Nathalie. Voilà, au revoir, passez une bonne soirée. Bonne soirée, à vous, à bientôt.